mesdemoiselles, messieurs, chers amis, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle conférence inscrite dans la programmation 2024-2025 de l'Institut universitaire Maïmonide Averroès-Comadaquin. Nous sommes heureux d'accueillir ce soir un éminent universitaire montpelliérain en la personne du professeur Daniel Leblévesque, professeur émérite à l'université Paul Valéry, historien médiéviste, l'un des derniers élèves de Georges Duby, qui va nous présenter le Petit Alanus. Je souhaiterais en préambule excuser le maire de la ville de Montpellier et président de la métropole, Michael Delafosse, Carole Delga, présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Alors vous l'aurez compris, on va traiter de la genèse de Montpellier. Vous aurez compris que nous avions traité effectivement des premières heures de la cité médiévale. Montpellier n'est pas antique, Montpellier n'est pas romaine, Montpellier a été édifié à la fin du Xe siècle. Et il nous a porté d'accueillir le professeur Leblévesque pour aborder effectivement un temps plus ou moins méconnu du grand public de l'histoire glorieuse médiévale de la cité de Montpellier. On se propose actuellement, par rapport à notre public, à notre auditoire, une mini-série sur l'histoire des Juifs à Montpellier à travers les âges. Et pour ceux qui suivent effectivement cette série, vous aurez remarqué que la période médiévale, pour les représentants du mosaïsme, est probablement la plus intéressante, la plus prestigieuse, la plus glorieuse, puisqu'elle est associée à la transmission du savoir entre l'Ibérie musulmane et la chrétienté féodale. Ce soir donc, c'est un privilège, c'est un plaisir et un honneur d'accueillir Daniel Leblévesque. Une nouvelle fois, effectivement, il s'était déjà exprimé sous ses voûtes augustes médiévales, aussi médiévales, de la fin du XVe, c'était une salle d'entrepôt à la fin du Moyen-Âge, pour parler de Georges Duby avec Daniel. Ce soir donc, il va effectivement traiter du Petit Alanus. Qui est une chronique occitane de Montpellier au Moyen-Âge, qui a été rédigée sous forme d'annales et qui a été conservée en plusieurs manuscrits, aujourd'hui dispersés. Alors l'un d'entre eux, le plus complet, constitue l'un des joyaux des archives municipales de Montpellier. Il a fait l'objet d'une édition récente par une équipe de chercheurs rattachée pour l'essentiel à l'université Paul Valéry, offrant au lecteur non seulement la transcription du texte, mais également sa traduction en français assortie de commentaires historiques. Daniel Leblévesque, je le disais, est un éminent linguiste. Il a été longtemps professeur à l'université de Montpellier 3, l'université Paul Valéry. Il est spécialiste de l'histoire des institutions religieuses et culturelles dans le Midi médiéval. Il s'intéresse plus particulièrement à l'assistance aux pauvres et aux malades entre le XIIe et XVe et poursuit ses recherches sur l'histoire sociale des hôpitaux et de la médecine, ainsi que sur les ordres religieux. Et il fait partie du comité scientifique du futur musée associé aux archives qui s'installera d'ici quelques années sur le nouveau site Beaux-Arts Boutonnet. Je lui cède tout de suite la parole. Merci Michael pour ces mots de bienvenue. C'est évidemment toujours un plaisir pour moi de parler dans le cadre des activités scientifiques de l'Institut Maïmonide Averroès-Comadaquin. Et effectivement, l'occasion était bonne d'évoquer la parution d'un livre, Le Petit Alanus de Montpellier, qui, bon, c'est un événement qui a été connu, célébré, la presse en a parlé, parce que finalement, c'est un petit événement local, mais qui a pris une grande importance aussi parce que c'est un exemple, on va y revenir, de chronique urbaine, et il n'y en a pas tant que ça en France, des chroniques médiévales qui évoquent l'histoire d'une cité. On en a quelques-unes pour Béziers, pour d'autres villes du nord de la France, mais elles sont beaucoup moins développées que le Petit Alanus de Montpellier, et c'est ce qui fait bien sûr son intérêt. Alors, dans
réaction de la métropole de Montpellier qui parlait donc de la parution de ce livre, de l'édition papier du Petit Alamus de Montpellier, le journaliste écrivait ceci: Le Petit Alamus, sous ce nom mystérieux, un manuscrit exceptionnel, conservé aux archives de Montpellier, digne de faire rêver les historiens comme les esprits les plus romanesques. Alors, cette appréciation se voulait évidemment positive, voire élogieuse, du moins on peut l'espérer. Elle traduit pourtant mal la réalité, me semble-t-il. Les historiens ne sont pas des rêveurs, mais bien au contraire des travailleurs acharnés, en prise directe avec parchemins et papiers, s'efforçant d'y traquer tout ce qui peut éclairer les réalités du passé. Et cela ne relève nullement du domaine du rêve. Et leur œuvre, une fois publiée et diffusée, n'a rien d'un roman. En tout cas, tout lecteur ou utilisateur du livre dont il s'agit ce soir aura vite compris, quand il aura commencé à le feuilleter, que ce n'est pas un roman qu'il tient entre les mains, mais au contraire une accumulation extraordinairement dense, foisonnante de données historiques, brutes, que l'équipe de chercheurs qui s'est attelée à les présenter, à les étudier, à les commenter, eh bien, ils l'ont fait, évidemment, avec rigueur et méthode, parce que c'est cela, faire de l'histoire. Ce n'est pas écrire un roman. Le roman historique, c'est un autre genre. Mais cela ne relève pas du travail de l'historien. Donc on me permettra d'écarter d'emblée le rêve et le romanesque, et je vous invite au contraire à vous plonger avec moi, sans a priori, dans cette matière qui est avant tout un document, ce qu'on appelle une source. Et ce qu'elle nous révèle, ce n'est pas le Moyen-Âge des preux chevaliers et des gens d'âme de la littérature courtoise. En revanche, elle nous met au cœur des événements, de la politique, de la guerre, de la maladie, de la piété, bref, du quotidien, qui a été celui des Montpelliérains et des Montpelliéraines pendant plus de 2 siècles, entre le début du XIIIe et le début du XVe siècle. Alors ce travail qui a été entrepris sur ce manuscrit des archives municipales de Montpellier, qui porte la cote AA9, on a pris l'habitude d'appeler le manuscrit AA9, c'est celui qui a été retenu pour le travail parce qu'il était le plus complet. Ça a été un travail long et difficile. D'abord, parce qu'il s'agissait de réaliser une œuvre scientifique, c'est-à-dire conforme aux exigences de l'édition érudite des textes historiques. Ensuite, parce que devant l'ampleur de la tâche, il est apparu très vite qu'il serait indispensable de mettre en place une équipe de chercheurs apte à couvrir tous les domaines concernés par l'étude du manuscrit et rompus aux méthodes d'approche des textes du Moyen-Âge. Les archivistes, bien sûr, les historiens, les linguistes, puisque le Petit Alamus est écrit en occitan, les historiens de l'art, parce qu'il y a un décor aussi qui orne les folios de ce manuscrit, et pour au moins l'un d'entre eux, en l'occurrence il s'agira de l'une d'entre eux, spécialiste de l'édition électronique des documents médiévaux, puisque dans un premier temps l'objectif a été de préparer une édition numérique destinée à être publiée sur Internet avec un accès immédiat et libre. Et ce faisant, nous nous sommes situés d'emblée dans la perspective de ce qu'on appelle désormais la science ouverte. Alors, qu'est-ce que la science ouverte? C'est la possibilité donnée à tous d'accéder à la connaissance et aux résultats du travail des chercheurs gratuitement, sans aucune entrave, ni aucune confidentialité. Alors, c'est un concept quand même assez nouveau,
et qui continue d'ailleurs à susciter beaucoup de controverses et de réticences, notamment dans certains domaines de la recherche scientifique, et plus particulièrement aux États-Unis, où, on le sait, tout se monnaie. Mais il a été d'autant plus facile à accepter par les membres de l'équipe que, travaillant sur une matière historique figée depuis des siècles, ces membres n'avaient aucun enjeu particulier à affronter, hors celui de démontrer du mieux possible leur capacité de chercheurs, et qu'ils étaient tous motivés par la seule curiosité intellectuelle, par le désir de mieux connaître et surtout de faire connaître le passé d'une ville. Alors, voyons d'abord quelle a été la genèse de cette entreprise. L'existence dans les archives municipales de Montpellier d'un manuscrit appelé le Petit Alamus, d'après une mention manuscrite tardive figurant sur l'une de ses premières pages, malheureusement, je n'aurai pas d'image à vous montrer pour des problèmes techniques, mais j'avais sélectionné ce fameux folio du manuscrit où est écrit le Petit Alamus. Donc l'existence de ce manuscrit était connue depuis longtemps. Les plus anciens historiens ou historiographes de la ville, dès le XVIIe siècle, comme Pierre Gariel, connaissaient déjà le Petit Alamus. Gariel le mentionne à plusieurs reprises dans son livre le plus connu, Idées de la ville de Montpellier. Alors il évoque par exemple la mention, c'est l'une des plus anciennes, la mention du décès du premier grand professeur de droit ayant enseigné dans l'école de droit de Montpellier, le juriste italien Placentin. Placentin qui est mort en 1192 et qui, nous dit-on, dans le Petit Alamus, a été enterré au cimetière Saint-Barthélemy. Alors il faut évidemment connaître un peu la topographie de la ville au Moyen-Âge pour savoir où est situé le cimetière Saint-Barthélemy. Ce cimetière était situé dans le faubourg de la Sauverie, le long de la route qui part vers Béziers. Alors, le Petit Alamus est donc, je l'ai dit, régulièrement signalé par les historiographes au XVIIe, au XVIIIe siècle, et il a donc très vite attiré l'attention des historiens du XIXe siècle, qui étaient désireux de mieux faire connaître les documents sur lesquels se fondait ce que l'on savait du passé de Montpellier, et donc d'en poursuivre l'étude. À cet égard, la Société archéologique de Montpellier, fondée en 1833, a joué un rôle essentiel en publiant dans ses mémoires de nombreuses sources, les mémoires de la Société archéologique de Montpellier. Et parmi ces sources publiées par la Société archéologique dans les années 1830-1840, figure le Petit Alamus, qui a été l'objet d'un travail collectif d'édition, paru d'abord dans des fascicules séparés, entre 1835 et 1838, puis réunis en un seul volume, en 1840. Donc un travail qui a été coordonné par un personnage qui s'appelle Fernand Pégat, qui était un magistrat montpelliérain, féru d'histoire, et membre de la Société archéologique de Montpellier, comme ses coéquipiers. Alors, mon collègue Philippe Martel, professeur d'occitan à l'Université Paul Valéry et membre de l'équipe Talamus, souligne dans l'introduction qu'il a rédigée au livre que ses premiers éditeurs n'étaient pas vraiment des historiens, n'étaient pas des spécialistes. Je cite ce passage, « On a affaire ici à des amateurs éclairés, plus qu'à de vrais experts. Mais à vrai dire, c'est alors le lot de la plupart des savants de province, comme d'ailleurs des Parisiens, en un temps où la naissance de l'école des Chartes est toute récente. L'école des Chartes, qui forme vraiment les archivistes, les spécialistes
des chartes, hein, des documents du Moyen-Âge, a été fondée en 1821. Donc à peine une quinzaine d'années avant ce travail d'édition, premier travail d'édition du Petit Alanus. Et Philippe Martel relève les principaux défauts de cette première édition. D'abord, des erreurs de lecture, nombreuses, dues à une connaissance insuffisante à la fois de la paléographie, hein, c'est-à-dire une méthode qui permet de déchiffrer les écritures anciennes, donc connaissance insuffisante de la paléographie, mais aussi de la langue occitane du Moyen-Âge. Certes, tous étaient des méridionaux, des Montpelliérains qui parlaient l'occitan, mais l'occitan du XIXe siècle. Or, l'occitan du XIIIe et du XIVe siècle, c'est tout autre chose. Donc, une langue assez éloignée, hein, de celle alors parlée dans la ville et au sein des familles montpelliéraines à l'époque de la monarchie de Juillet. Deuxième défaut, c'est une édition incomplète. Comme l'a signalé tout à l'heure Michael, ce petit Alanus prend la forme d'annales. Des annales, c'est-à-dire des mentions, des données, qui figurent année par année. Et chaque année commence par la liste des consuls, c'est-à-dire les dirigeants de la ville à l'époque médiévale. Ils étaient au nombre de 12, ils étaient renouvelés chaque année. D'ailleurs, ils pouvaient éventuellement être réélus, d'ailleurs on trouve souvent les mêmes noms d'une année sur l'autre. Donc l'année commence, furent élus de consuls, et on a une liste de noms. Eh bien, cette liste de noms, vous ne la trouverez pas dans l'édition du XIXe siècle. Les éditeurs, Fernand Pégat et ses collègues, ont estimé que ce n'était pas intéressant, que ça n'apportait pas grand-chose, que c'était vraiment inutile. Donc ils ont carrément supprimé ces listes, sous prétexte, disent-ils, qu'elles n'avaient pas d'intérêt historique. Or, cette suppression revient finalement à priver d'informations essentielles sur la société montpelliéraine, avec le nom justement des grandes familles bourgeoises qui accaparent alors le pouvoir municipal, mais aussi se priver du nom et des différentes fonctions de tous les hommes de loi qui travaillent pour l'administration consulaire, les viguiers, les trésoriers, les notaires, qui eux aussi sont nommés chaque année, par les consuls. Et voilà, donc tout cela ne figure pas dans l'édition du XIXe siècle. D'autres passages ne sont pas transcrits, en particulier les processions. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, surtout à partir de la fin du XIVe siècle, puisqu'on y reviendra en raison des malheurs, des calamités, de la guerre, des épidémies. Eh bien, on fait des processions pour demander à Dieu, par l'intercession des saints, la fin de l'épidémie, être protégé des calamités, etc. Et c'est vrai qu'il y en a chaque année, et même chaque année, il y en a plusieurs. Eh bien, Fernand Pégat a trouvé que c'était trop répétitif. Donc, il abrège, ou il supprime carrément tout ce qui concerne les processions. Il y a aussi des interpolations ou des inclusions intempestives qui viennent un peu brouiller les pistes. En effet, on a plusieurs exemplaires du Petit Alanus, je vais y revenir. Certains de ces exemplaires, qui sont notamment à Paris à la Bibliothèque nationale, étaient connus. Et c'est vrai, il faut reconnaître que ces chercheurs ont essayé de les utiliser, mais ils en ont intégré des passages dans l'édition sans le dire. Il n'y a pas de note de bas de page, comme on le fait maintenant, bien sûr, dans les éditions érudites. Et donc, on ne sait pas, finalement, si ce qu'ils ont transcrit vient du AA9 de Montpellier
ou de tel ou tel exemplaire qu'ils ont consulté à la Bibliothèque nationale à Paris. Donc là aussi, c'est quand même un problème. Et puis, il ne donne pas de traduction. Il suppose a priori que tout le monde sait lire l'occitan. Et donc, pas de traduction française. Alors, donc, pas mal d'imperfections pour cette édition du XIXe siècle. Néanmoins, c'est elle qui a été utilisée par tous les historiens de Montpellier qui sont venus ensuite, qu'ils en aient été conscients, ignorants ou résignés, faute de mieux, faute surtout d'aller consulter l'original. Alors, c'est pour présenter cette édition ancienne du Petit Alanus, pour présenter le premier essai que j'avais fait de trouver dans les fonds d'archives, dans les catalogues, où étaient conservés tous les manuscrits possibles du Petit Alanus. C'est pour cela que j'avais été invité en 2007, vous voyez, ça remonte déjà à pas mal d'années, j'avais été invité au Québec, à Montréal, par mon collègue Michel Hébert, qui était alors professeur d'histoire du Moyen-Âge à ce qu'on appelle l'UQAM, Université du Québec à Montréal. Michel Hébert est un spécialiste, enfin il est toujours, mais il est à la retraite maintenant, spécialiste d'histoire des villes. Il est d'ailleurs l'auteur d'une thèse sur Tarascon au XIVe siècle. Et Michel Hébert avait déjà fait une édition de texte en collaboration avec un historien montpelliérain, avec un occitaniste montpelliérain, Gérard Guirand, qui enseignait alors l'occitan à Paul Valéry. Et il avait édité avec Gérard Guirand les délibérations des États de Provence. Et cette édition, tout à fait remarquable, avait été éditée par ce qu'on appelle le CTHS, c'est-à-dire le Centre des sociétés savantes. Donc c'est dans ce cadre du séminaire de Montréal que j'ai eu l'occasion de parler pour la première fois dans un cadre universitaire du Petit Alanus de Montpellier, devant un public d'étudiants et de collègues médiévistes travaillant sur les villes européennes et donc sur les sources écrites permettant d'éclairer cette histoire. Et j'avais été surpris de l'intérêt manifesté par ces chercheurs d'outre-Atlantique par cette source, ce Petit Alanus de Montpellier. Il m'avait fait prendre conscience à ce moment-là de l'intérêt fondamental de ce document et cet intérêt, les remarques qu'ils m'avaient faites, leurs conseils et surtout leur incitation à entreprendre une nouvelle édition conforme aux critères modernes de l'érudition qui finalement m'avait presque convaincu de la nécessité d'engager un travail scientifique d'envergure. Et donc, au cours de l'année 2008, j'avais pris des contacts avec le département d'Occitan de l'Université Paul Valéry, en particulier donc Gérard Guirand, bien sûr, Gilda Calisi-Russo, Philippe Martel, pour constituer une équipe, la première équipe, pour travailler ensemble, en collaboration et en même temps, sur les deux volets essentiels qui étaient d'une part les événements historiques, tels qu'ils étaient rapportés dans le manuscrit, et d'autre part sur la langue utilisée pour en garder la mémoire, la langue d'oc, telle qu'elle était parlée certainement et écrite surtout à cette époque. Alors l'équipe s'est constituée, elle s'est élargie, elle a intégré d'autres membres, en particulier mon collègue historien Vincent Chalet, et puis d'autres, Béatrice B, qui est spécialiste du décor et de la peinture de la fin du Moyen-Âge, donc ce qu'on a appelé l'équipe Alanus.
qui s'est mis au travail et qui a mis 4 ans quand même pour l'édition électronique. Mais si cette édition électronique a pu voir le jour, c'est aussi parce qu'il y a eu un soutien financier par une agence de l'État qu'on appelle l'ANR, donc Agence nationale pour la recherche, qui gère notamment les crédits d'État et qui les répartit. Donc il a fallu constituer un dossier qui était complexe. On demandait beaucoup de choses pour justifier de l'intérêt de ce travail. Et finalement, un crédit a pu être obtenu, une subvention a pu être obtenue. Et donc on a pu mener à bien cette affaire. Mais avant de se lancer dans le travail, des questions se posaient. Et notamment celle du choix du manuscrit, puisque, on le savait donc bien, et on les avait repérés, il y avait d'autres manuscrits, notamment à Paris, il y avait un exemplaire à Bruxelles, il y avait un autre exemplaire ici à Montpellier, à la bibliothèque de la faculté de médecine. Bon, quel manuscrit choisir? Mais très vite, le choix a été fait du A9 des archives municipales parce que c'était vraiment le plus complet. La plupart des autres manuscrits s'arrêtaient au milieu du XIVe siècle, alors que le A9 continuait jusqu'au XVe, jusqu'au début du XVe siècle. Donc on avait là quand même beaucoup plus d'informations et de documentation. Et surtout, mais là c'était pour un éventuel autre travail, le A9 contenait à la fin des annales en français pour le XVIe siècle. Donc la partie en occitan terminait en 1426, puis il y avait une interruption, donc plus de 80 ans, et ça reprenait au début du XVIe siècle et ça allait jusqu'au début du XVIIe. Donc il pouvait être aussi intéressant, mais ce n'était pas aux médiévistes à s'en charger, pour le coup, d'attirer aussi l'attention sur le thalamus moderne, de l'époque moderne. Et effectivement, cela a intéressé quelques collègues modernistes, donc spécialistes justement du XVIe siècle, qui, de leur côté, ont constitué leur propre équipe pour travailler sur la partie moderne. Alors, le choix de faire une édition numérique s'est imposé aussi très vite, parce qu'on a pu, grâce à un spécialiste de l'informatique, constituer une maquette qui permettait d'afficher sur l'écran de l'ordinateur toutes les données que n'aurait pas permis, et que ne permet pas encore avec l'édition papier, l'édition en livre. Et là, je regrette beaucoup de ne pas pouvoir vous montrer une des pages de l'édition électronique, mais vous pourrez la voir facilement. Vous tapez Petit Thalamus sur Google et vous tombez automatiquement sur cette édition. Et chaque page se présente d'abord avec, si je vais de gauche à droite, d'abord la photographie de la page du manuscrit. Puis, en deuxième colonne, sur la droite, vous avez la transcription. La transcription en occitan, bien sûr. Puis, à côté, la traduction en français. Et enfin, la dernière colonne, ce sont les notes historiques qui sont nécessaires, même parfois indispensables, pour bien resituer, replacer dans leur contexte tous les faits qui sont abordés, explication des noms propres, qui sont tous ces personnages, les lieux, les événements. Bon. Et on peut afficher tout ça en même temps. C'est le grand intérêt de l'édition électronique. Et on peut circuler par colonne pour chacune des années du manuscrit.
Une question qui ne s'est pas posée a été celle du choix de la section du manuscrit à écouter en priorité. Parce que le petit Thalamus se compose de plusieurs sections. Là aussi, j'aurais pu vous montrer les photos. Il commence par un calendrier. Donc une page par mois de l'année, avec le nom des saints que l'on vénère chaque jour. Ça, c'est classique dans beaucoup de manuscrits, même de manuscrits purement laïques. Viennent ensuite ce qu'on appelle les coutumes. Alors, les coutumes, ce sont les franchises, les libertés qui ont été accordées aux Montpelliérains en 1204 par Marie de Montpellier, celle qui détenait la seigneurie de Montpellier, et par son mari, Pierre II d'Aragon, puisque le mariage venait d'être célébré, et Pierre II d'Aragon devenait du chef de sa femme, lui-même seigneur de Montpellier, et ils ont accordé à la ville un certain nombre de libertés, de franchises, pour s'administrer elle-même. C'est le point de départ, finalement, de l'autonomie de la ville, du consulat de la ville. Texte fondamental, véritable constitution garantissant ses privilèges. Après quelques folios consacrés aux taxes perçues sur les marchandises, commence donc là ce qui nous intéresse, au folio 71, les annales. Avec, comme je l'ai dit, pour chaque année, la liste des consuls, la liste des fonctionnaires des consulats, complétée d'abord pour le XIIIe siècle par quelques événements marquants, il n'y en a pas beaucoup, et puis à mesure qu'on avance dans le temps, à partir du XIVe siècle, par la relation plus détaillée de toutes sortes de faits qui ont marqué l'année en question, et donc cela, année après année, jusqu'en 1426, qui est la dernière des années figurant dans le manuscrit. Après les annales, viennent ce qu'on appelle les établissements. Alors les établissements, c'est une série de règlements touchant à toutes sortes de sujets, sur l'administration municipale, comment on doit élire les consuls, comment on doit garder les portes de la ville, quel est le salaire des agents de la municipalité, quel est le statut des différents métiers, quelle est la préséance dans les cérémonies, dans les cortèges. Ça, c'est très important, parce que cette organisation des cortèges, des processions, traduit justement la hiérarchie sociale de la ville. Et les métiers se disputent entre eux la préséance pour être les plus en avant dans le cortège. Donc ce sont des textes de nature essentiellement juridique. Enfin, à partir du folio 352, il y a ce qu'on appelle les serments. Les serments. C'est-à-dire les serments que prêtent les consuls lorsqu'ils entrent en charge, mais pas uniquement. Il y a aussi les serments des officiers, des agents de la ville, et puis les serments prêtés par les maîtres des métiers. Montpellier est une ville de commerce, une ville d'artisanat très active, et chaque métier a ses propres statuts, et on doit prêter serment de respecter les règles, et en particulier la fabrication des étoffes, la teinture des étoffes doivent être faites, réalisées selon les règles. Chaque métier a ses règles, et il faut jurer de les respecter. Donc on a toute la liste de ces serments. Alors ces serments sont prêtés en posant la main sur les évangiles, ce qui donne une force évidemment quasi sacrée à la parole que l'on prononce à ce moment-là. Je jure de respecter les statuts de mon métier, etc. La main sur les évangiles. C'est évidemment là aussi essentiel. Ça impose une sorte, si vous voulez, de rationalité juridique globale visant à l'affirmation de l'unité urbaine, de la cohésion sous la protection divine. C'est ça qu'il faut retenir dans la présence
de ces textes dans le Petit Alamus. Et puis à la fin, comme je l'ai dit, c'est la continuation du Petit Alamus à l'époque moderne. Là, l'occitan a été abandonné et c'est désormais le français qui va être utilisé par le notaire du consulat. Alors, comme l'essentiel du texte édité au XIXe siècle concernait les annales, la décision a été prise de travailler en priorité sur ces pages. Pourquoi? D'abord, ce sont les plus anciennes annales urbaines rédigées en langue vernaculaire en France. Alors, il y a des annales rédigées en langue vernaculaire en Italie, pour certaines villes italiennes. Mais pour la France, ce sont les plus anciennes. Elles forment un tout cohérent. Il n'y a pas de rupture. Toutes les années sont représentées. Aucun manque. Depuis 1204 jusqu'en 1426. Elles sont très riches en informations historiques, susceptibles d'intéresser, au-delà des spécialistes, un large public, avec toutefois quelques conditions. Il fallait les traduire en français et que des notes historiques viennent apporter les éclairages, les précisions, les mises en contexte nécessaires, comme je l'ai dit il y a un instant. Donc voilà la tâche qui revenait à l'équipe, qui s'est alors attelée, qui s'est mise au travail dès l'année 2010, avec bien sûr le soutien des archives municipales, de sa conservatrice et de toute l'équipe des archives municipales, très favorable au projet et disposée à nous apporter le soutien nécessaire pour travailler sur le manuscrit original. On a pu effectivement avoir ce privilège de travailler directement sur le manuscrit. Nous y allions deux par deux. Moi, je travaillais avec Philippe Martel et on transcrivait, page après page, avec nos gants blancs, parce qu'évidemment, pour tourner les pages, faire très attention à abîmer le manuscrit. Mais bon, il y avait vraiment une confiance de la part des archivistes envers les historiens qui allaient finalement mettre en lumière ce document qui, on l'a dit, était un joyau des archives municipales. Alors, ce travail a été long parce que il y a, bon, bien sûr, vous avez l'occasion de voir si vous allez sur Internet, le texte bien délimité, une belle écriture qu'on appelle gothique, donc l'écriture de l'époque, qui a d'ailleurs évolué, qui a changé avec le temps, ce qui montre qu'il y a eu plusieurs notaires qui se sont succédés dans la rédaction. Mais il y a aussi dans les marges beaucoup de mentions manuscrites en tout petits caractères, avec beaucoup d'abréviations. Et c'est ce qui a donné le plus de mal à l'équipe de déchiffrer ces informations qui sont pourtant riches d'intérêt. Bon, j'avais quelques exemples à vous montrer, mais je passe. Mais finalement, malgré tout, malgré la difficulté du déchiffrement, le travail a été mené en 4 ans, c'est-à-dire en conformité avec les exigences de l'ANR, parce que l'ANR, l'Agence pour la recherche, qui finançait ce travail, avait des exigences. Il fallait qu'au bout des 4 ans, on aboutisse à l'édition électronique du texte. Donc là, le pari a été gagné. Il fallait encoder le texte, il fallait le mettre en ligne, bon. Et puis il fallait organiser un colloque. Ça aussi, c'était une exigence de l'ANR. Il fallait qu'on rende compte officiellement devant un public le travail qui avait été accompli pendant ces années. Alors, effectivement, au bout des 4 ans, il y a eu en fait 2 manifestations qui sont venues concrétiser en quelque sorte le résultat du travail. D'abord, une exposition organisée à l'automne 2014 par les archives municipales avec la collaboration de la bibliothèque de médecine, puisque c'est là, à la bibliothèque de médecine, qui ont été exposées
les thalamis, pluriel de thalamus, les thalamis, c'est-à-dire non seulement le 1 à 9, mais aussi ceux qui étaient à la Bibliothèque nationale de Paris, il y en a 3, le manuscrit de Bruxelles, et plus facilement le manuscrit de la faculté de médecine, qui était là, sous des vitrines bien sûr, mais tout le monde a pu les voir, les constater leur état, la manière dont ils se présentaient, éventuellement les comparer, prendre des photos. Bon. Et puis le colloque, Écriture et mémoire de Montpellier médiéval, qui a réuni, outre les membres de l'équipe, d'autres spécialistes qui étaient venus d'Espagne et d'Italie pour parler d'autres écrits urbains et pour faire une comparaison avec le petit Thalamus de Montpellier. Une comparaison tout à fait passionnante et éclairante. Et les actes de ce colloque ont été publiés sous la direction éditoriale de Vincent Chalet en 2017 aux presses universitaires de la Méditerranée. Mais le travail sur le petit Thalamus n'était pas achevé. Il était prévu, dans une perspective évidemment ambitieuse, d'éditer d'autres sections, à savoir les coutumes, les établissements et les serments, textes juridiques, et c'est une équipe de juristes de la faculté de droit, spécialistes d'histoire du droit, qui avait accepté dans un premier temps de s'en occuper. Malheureusement, ça n'a pas pu aboutir, parce que la plupart de ceux qui s'étaient engagés dans ce travail sont partis, mutés ailleurs ou partis à la retraite, et le travail n'est pas fait, il a juste été commencé, donc on peut espérer qu'un jour il aboutira, mais on ne sait pas quand. Alors pour en revenir aux annales occitanes qui nous intéressent ce soir, l'intention de produire une édition papier n'avait jamais été abandonnée. Mais il fallait mettre au point une autre méthode de travail, mettre en place un autre calendrier prévisionnel, calendrier qui a été souvent remanié pour aboutir finalement à la sortie en octobre 2023 du volume papier qui venait enfin remplacer la vieille édition du XIXe siècle. Et c'est aussi un beau travail, il faut rendre hommage à l'éditeur, pas l'éditeur scientifique, mais l'éditeur papier, qui a produit ce livre, c'est-à-dire les presses universitaires de la Méditerranée à Paul Valéry. Donc un ouvrage de 706 pages où le lecteur trouvera le contenu des informations livrées par l'édition numérique, précédé par une ample introduction codicologique, historique, linguistique et artistique, qui ne figurent pas, enfin pas entièrement, dans l'édition numérique. Alors, pour le texte lui-même, on ne pouvait pas faire 4 colonnes, comme pour l'édition numérique. Donc, ce qui a été décidé, c'est d'offrir la transcription sur la page de gauche, sur la page paire, et en face, la traduction, donc sur la page impaire, mais toujours en vis-à-vis, de façon à pouvoir se reporter constamment du texte occitan au texte en français, quitte à parfois à laisser des blancs quand la traduction ne correspondait pas exactement au nombre de lignes du texte occitan. Alors, penchons-nous un peu plus en détail sur les apports de ce document à la connaissance du passé de Montpellier. Alors, en ce qui concerne l'apport linguistique, je serai bref évidemment, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste d'occitan médiéval, à l'inverse de mes collègues, Gilda Russo ou Gérard Guéran, mais tous ont souligné combien ce document était tout à fait exceptionnel, parce qu'il renvoie à la langue telle qu'elle était utilisée par le gouvernement de la ville à Montpellier entre le XIIIe et le XVe siècle, sinon par les habitants eux-mêmes. C'est aussi la langue des troubadours, dont elle n'a évidemment pas la consonance littéraire et poétique, mais elle aussi raconte une histoire,
elle raconte des histoires. Elle utilise les mots, les tournures de phrases, les formes grammaticales qui étaient celles des languedociens à l'époque. Alors, Gilda Caïti-Russo a produit ce qu'on appelle une capsule, c'est-à-dire un enregistrement pour l'Université Paul Valéry. On peut d'ailleurs l'écouter en allant sur le site de l'université. J'ai essayé d'enregistrer une petite partie, on va voir si ça fonctionne. Alors, c'est juste 2 minutes pour vous donner un petit peu une idée de ce que contient ce document. Ça. Marcher. Fête qui a été célébrée en 1392. En 1392 pour fêter la naissance du dauphin. Le roi Charles VI avait eu de son épouse Isabeau de Bavière un premier enfant qui était mort en bas âge. Et voilà qu'un autre enfant, un autre garçon, qu'on appelle Charles, parce que
espère-t-on, le futur roi. Donc pour l'instant c'est le dauphin. Et évidemment, dans tout le royaume, on va célébrer la naissance du dauphin. Et à Montpellier, évidemment, on est devenu un très, très fidèle au roi de France à cette époque-là. Et les festivités vont durer 8 jours. Malheureusement, ce jeune enfant va mourir une dizaine d'années après. Et donc, c'est son frère qui sera aussi nommé Charles, qui deviendra le roi Charles VII, le successeur de Charles VI. Alors, la fameuse place du consulat, dont il est question, c'est à l'époque l'une des plus grandes places de la ville, c'est aujourd'hui la place Jean Jaurès, en plein cœur de Montpellier, où se dressait la maison du consulat, la mairie, si vous voulez, on voit un équivalent contemporain, tout près de l'une des grandes églises de Montpellier, Notre-Dame-des-Tables. Notre-Dame-des-Tables aujourd'hui a repris le nom de l'ancienne Notre-Dame-des-Tables, qui était là, sur la place Jean Jaurès. Donc voilà pour l'apport linguistique, je n'en dirai pas plus. Alors l'apport historique, quant à lui, est évidemment essentiel, car il concerne pratiquement tous les domaines de la vie de la communauté urbaine, de ses dirigeants, de ses habitants, ainsi que leurs relations avec l'extérieur. Alors quelques exemples. Alors, bon, les entrées royales, plusieurs reprises, le roi est de passage à Montpellier, s'y arrête. Alors, pas tous les rois, bien sûr. L'un des premiers signalés, c'est Philippe VI, en 1335, le premier roi de la dynastie Valois. Donc, Philippe VI, qui arrive à Montpellier au mois de mars 1335, et qui, évidemment, est accueilli avec toute la solennité qui lui est due. D'autres rois viendront, le roi Jean le Bon en 1350. Des papes sont venus aussi à Montpellier, bien sûr. Alors Clément V, le premier pape d'Avignon, et puis surtout Urbain V. Non seulement il est venu, mais il a séjourné à Montpellier. D'abord, il y a enseigné, il a été étudiant, puis professeur, puis il est revenu en tant que pape pendant quelques mois, en 1367. Il préparait son voyage à Rome, le retour de la papauté à Rome. Et il est venu en quelque sorte à Montpellier pour tester, voir ce que ça donnait, le gouvernement de l'Église hors d'Avignon. Donc il est venu avec la curie, avec les cardinaux, avec toute l'administration pontificale, pendant 3 mois. Pendant 3 mois, Montpellier a été la capitale de la chrétienté. La nouvelle Rome. Ubi Papa, Ibi Roma. Bon. Et donc les papes, et puis des tas de grands personnages, le roi de Naples, Robert d'Anjou, le roi de Navarre, l'empereur germanique, Sigismond, qui vient en 1415. Les Montpelliérains accueillent aussi en 1382 le roi d'Arménie, Léon VI et sa famille, qui sont en exil, qui ont été chassés, et qui sont de passage à Montpellier. Alors les prélats, j'en ai parlé, je n'insiste pas. L'évêque de Maguelone, puisque Montpellier est dans le diocèse de Maguelone, l'évêque de Maguelone apparaît souvent dans le Petit Alamus. On indique que la nomination du nouvel évêque, il participe aux grandes cérémonies de la ville, et on signale actuellement son décès, lorsqu'il décède. Lors du grand schisme, vous savez qu'il va diviser la chrétienté en deux à partir de 1378, avec un pape à Avignon et un pape à Rome. Lors du grand schisme, les Montpelliérains vont exprimer un attachement indéfectible au pape d'Avignon et leur hostilité au pape de Rome. D'autant qu'après Clément VII, le deuxième pape du schisme, Benoît XIII, Pedro de Luna, avait été professeur à Montpellier, professeur de droit, avant de devenir pape à Avignon. Alors, pour
évidemment, je vais vous le lire le passage, si je le retrouve. Non, je ne le retrouve pas. Tant pis, c'est pas grave. Alors, outre ces événements qui mettent la ville en fête et en joie, etc., au quotidien, on a affaire à une société qui est évidemment soumise aux aléas de son temps. Et au XIVe siècle, il y a ce qu'on appelle les malheurs du temps, la guerre, la maladie, les calamités naturelles. Et les événements de la guerre de Cent Ans en particulier sont très présents dans le Petit Alamus, témoignant de l'intérêt, mais surtout de l'inquiétude des Montpelliérains, notamment lorsqu'à partir du dernier tiers du XIVe siècle, la menace des routiers devient une préoccupation quasi permanente. Les consuls envoient des émissaires vers les lieux où des rassemblements de troupes sont signalés pour s'informer. Ils renforcent l'enceinte, ils organisent des tours de guet. Les grands épisodes du conflit franco-anglais figurent dans le Petit Alamus, avec beaucoup de détails, avec le nom des participants. Par exemple, la bataille de Poitiers, la captivité du roi Jean le Bon, le traité de Bretigny, plus tard la catastrophe d'Azincourt. Tous trouvent un écho dans les annales qui ne se limitent donc pas à évoquer des faits locaux, mais font une place aussi à ce qu'on peut appeler la grande histoire, l'histoire de la France. Après la guerre, ou même concomitamment, parmi les malheurs du temps, il y a les épidémies de peste, qui sont bien notées. On le constate en particulier en relevant le nombre de décès parmi les consuls lors de la première grande vague de peste en 1348, c'est ce qu'on appelle la Grande Peste. On a un véritable hécatombe, et le nom des consuls qui décèdent est indiqué, le nom du remplaçant qu'on élit, et souvent le remplaçant meurt à son tour. Donc là, il y a vraiment un gros problème dans la gestion de la ville, et compte tenu de la mortalité. Et d'ailleurs, ce n'est pas le mot peste qui est utilisé, c'est la grande mortalité pour 1348. Et puis les autres épisodes de peste qui viennent après sont aussi mentionnés, celle de 1361, celle de 1383. Tout cela trouve un écho dans le document. Sont également consignés avec soin toutes les catastrophes naturelles qui s'abattent sur la ville. Les épisodes de sécheresse, de pluie, les inondations, les tempêtes, le froid d'hiver, les tremblements de terre, régulièrement indiqués parce qu'évidemment ce sont des événements qui ont impressionné et perturbé les habitants. Donc là peut-être quand même une petite lecture. 1308, le 23 mars, il y eut un tremblement de terre à Montpellier pendant le temps d'un parterre nostère. Le temps d'un parterre nostère. Évidemment, tout dépend de la vitesse à laquelle on dit ses prières. C'est quoi, une minute, 2 minutes. 1323, il y eut une grande sécheresse et une canicule dont moururent beaucoup de gens. Pour cette raison, on fit une procession avec sermon et le jour même, il plut. 1333, cette année-là, il y eut une très grande disette et famine, au point que les gens, notamment les hommes jeunes, semblaient engourdis, car ils avaient mangé tout l'hiver des végétaux crus. Ils mouraient dans les rues. 1374, le vendredi 12 septembre, il tomba une telle giboulée de grêle et si drue avec un tel déluge que ces grêlons brisèrent la plus grande partie des tuiles des maisons de Montpellier. Car à ce que racontaient certains, il tomba des grêlons qui pesaient 1 livre. 1364, cette année-là, il fit si froid et il gela si fort que le Rhône gela, de même que les dents de Thau, si bien qu'on y passait à pied dessus, de la colline de Sète jusqu'à Metz. Une très grande quantité de bouteilles et de jarres pleines d'eau gelaient et se brisaient. À table, l'eau gelait dans les coupes, et les coupes gelaient avec les nappes.
Ce froid dura sans discontinuer de la Saint-André, c'est-à-dire le 30 novembre, jusqu'à la Sainte Perpétue, c'est-à-dire le 6 mars. Pendant cet intervalle, il tomba de la neige à 3 reprises, en grande quantité. À cause de ce froid, il mourut des vignes, la plupart des oliviers, des figuiers et beaucoup d'autres arbres, et presque toutes les plantes potagères et les végétaux de tout le pays. Les pintes d'étain qui contenaient de l'eau se fendaient tout du long à cause de ce froid. Et on a là ainsi des quantités et des quantités de faits liés à la météorologie. On mentionne aussi les éclipses, qui sont toujours un peu intrigantes, le passage des comètes, et cela sans véritable classement. Les mentions se succèdent l'une après l'autre. On va parler d'une intempérie, du froid par exemple, et puis après d'un événement qui se passe à Paris, de la naissance du dauphin, d'autres choses. Donc ce sont vraiment des faits bruts, livrés tels quels. C'est une matière historique qui est ensuite à interpréter, à analyser, à classer, etc. Alors, face au malheur des temps, les Montpelliérains sont démunis. Leur seul recours est dans la prière et dans les manifestations ostentatoires de piété. Les processions, je l'ai dit, sont très nombreuses. Elles réunissent la grande majorité de la population. On parcourt les rues, derrière les reliques qui ont été extraites des églises dans la circonstance, et d'abord le corps de Saint Cléophas. Saint Cléophas, dont le corps a été ramené d'Orient par Guillaume V, et qui est déposé dans l'église Saint-Firmin, qui est l'église paroissiale de Montpellier. Et on sort la relique au moment des processions, et ça ne suffit pas. On a quelques ossements de Saint-Sébastien, on a aussi des reliques de Saint-Blaise, etc., que également on va porter comme cela à travers les rues, en récitant des prières. Et puis, ces processions s'accompagnent toujours d'un sermon prononcé par un frère dominicain, la plupart du temps, ou franciscain. Et c'est là que le petit Alanus, en 1408, signale la venue à Montpellier de Vincent Ferrier, le grand prédicateur dominicain. Et c'est la seule image que nous avons dans le petit Alanus. Alors, la représentation de Saint Vincent Ferrier, qui est venu à Montpellier 10 jours, et chaque jour, il prononçait un sermon attirant les foules. Vincent Ferrier est catalan, donc il pouvait s'exprimer en catalan, on le comprenait, je pense, assez facilement ici à Montpellier. Alors je terminerai ce rapide survol des données historiques qu'offre le petit Alanus par ce qu'on peut y trouver évidemment concernant les Juifs. Et je serai d'autant plus bref, on va bien me pardonner, que ces éléments ont été signalés par Michael et Daniel Biancou dans leur ouvrage sur la présence juive en Bas-Languedoc. Donc sont bien mentionnées la première expulsion, celle de 1306, assez brièvement. Cette année-là, le jour de la Sainte-Madeleine, tous les Juifs du royaume furent arrêtés, puis peu après, ils en furent complètement expulsés. Voilà. 2 lignes pour signaler la première expulsion. Il est de nouveau question des Juifs lors de l'épisode des Pascoureaux en 1320, avec donc là, il y a eu des massacres de Juifs. Un épisode concernant un Juif en particulier qui a dû frapper les imaginations, puisque l'auteur de la notice, qui est l'auteur du consulat, s'y attarde longuement en 1391, donc à la fin de la dernière période autorisée. Il relate un fait d'apostasie de la part d'un ancien Juif qui a pris le nom de Jean Reynaud, le nom chrétien de Jean Reynaud. Il s'est converti au christianisme, mais finalement, il est revenu à son ancienne confession juive. Donc après un exil hors de France, il est revenu à Montpellier, où sans doute dénoncé, il avait été arrêté, traduit devant le tribunal de l'évêque de Maguelone, avait été exposé en position infamante sur la place du consulat, devant l'église Notre-Dame-des-Tables, puis envoyé à la prison épiscopale au château de Montferrand. Et il a dû sa délivrance qu'en se faisant ensuite religieux chez les frères Augustins.
Alors, la dernière expulsion, celle de 1394, a été définitive, sans espoir de retour, ce qui est bien précisé là aussi dans le petit Thalamus. La même année, donc 1394, le 17 septembre, le roi notre Seigneur ordonna en son grand conseil que tous les Juifs et Juives quittent et évacuent sans retour tout le royaume de France. Ensuite, le 4 novembre, on proclama à Paris qu'il devait déguerpir avant un mois. Puis le samedi 17 du même mois, à l'heure de tierce, c'est-à-dire à midi, on fit la même proclamation à Montpellier. Puis tous les Juifs et Juives déguerpirent de tout le royaume. Alors on pourrait multiplier à l'envi les exemples et les passages du petit Thalamus témoignant ainsi de la qualité finalement des informations qui sont contenues. L'essentiel est qu'il soit désormais accessible à tous, librement, rapidement, non seulement aux spécialistes d'histoire urbaine, qui ont reconnu sans aucune réserve son intérêt majeur, mais à tout un chacun, et en priorité aux Montpelliérains d'aujourd'hui. Cette fonction qui était celle du petit Thalamus à l'époque médiévale et au début de l'époque moderne, d'être le témoignage finalement de la constitution d'une sorte de mémoire collective, s'allie à une autre fonction, celle de renforcer l'identité d'une ville, fondée sur une communauté d'intérêts, et aussi, et c'est peut-être surtout, sur l'existence d'un droit. Un droit fondé sur des textes juridiques bien sûr, mais aussi sur un vécu commun, sur une langue commune, qui n'est pas le latin de l'Église, qui n'est pas encore le français, mais qui est vraiment la langue des Montpelliérains, et des Languedociens évidemment, de façon plus générale. Un droit qui légitime la large autonomie administrative de Montpellier, ses libertés, ses privilèges face à ses divers seigneurs et même face au roi. Un droit qui légitime enfin l'existence d'un véritable gouvernement municipal dont on attend en premier lieu qu'il défende le bien commun des habitants. Donc c'est de tout cela que témoigne cette source, 2 siècles d'histoire qui décrivent en quelque sorte les réalités du monde vues de Montpellier. Et donc l'équipe des éditeurs a été très heureuse et même fière d'avoir pu ainsi en offrir la connaissance à tous. Merci infiniment, cher monsieur le professeur, pour cette belle conférence, pour votre érudition, et nous vous avons gré de nous avoir éclairé sur un pan capital de l'histoire de la cité de Montpellier. Bravo pour ce travail d'équipe, ce labeur d'équipe avec cette édition numérique. On a pu avoir un bref aperçu ce soir de ce petit Thalamus, du Mons Pesolamus, joyau patrimoine livresque, le petit Thalamus, le grand Thalamus qui comporte effectivement l'acte du mariage de Marie de Montpellier avec Guillaume, mais il y a d'autres trésors aux archives municipales de Montpellier. Je vous enjoins les uns et les autres à contacter Christine Freias, sa directrice. Vous pourrez admirer, outre le petit Thalamus, on parlait à la fin de votre belle communication de la 13 juin à Montpellier, le Marzor, le recueil liturgique hébraïque qui a été acquis par la ville il y a une quinzaine d'années, le manuscrit du Yosef Nathan Cohen, récemment acquis également par la municipalité. Ce sont des trésors, des manuscrits du Moyen-Âge qui ne demandent qu'à être compulsés avec ou en blanc, bien évidemment. Et Christine a eu la gentillesse de nous proposer le grand Thalamus, le Marzor et le recueil de Yosef Nathan Cohen pour la petite série Harari. Alors on a pu voyager de manière topographique dans les différentes ruelles de Montpellier. Je vous posais d'ailleurs récemment la question où se trouvait la place consulaire, c'est l'équivalent aujourd'hui de la place Jean Jaurès, elle-même sur Notre-Dame-des-Tables 1, puisque Notre-Dame des Tables 2 intervient au XVIIIe siècle. On s'est régalé et on va effectivement scrupuleusement se rendre aux archives pour admirer ce trésor
de Montpellier. Alors j'aimerais vous poser une question pour lancer effectivement le débat. Je suis convaincu que le public attentif vous posera de nombreuses questions. Le 19e siècle, on a effectivement, peut-être pas une fascination pour le Moyen-Âge, mais en tout cas, il y a l'Église Sainte-Anne qui intervient. Le grand Alamus que j'ai pu voir, c'est une religion du 19e siècle. Christine me disait qu'il y avait effectivement un gain d'intérêt pour le Moyen-Âge dans ce siècle-là. Lors des guerres de religion, l'une des tours de la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier a été détruite et on l'a reconstruite. L'une des deux a été reconstruite au 19e siècle également, en miroir de la tour de Vincennes. Et il faut le savoir parce que ça a été remarquablement réalisé, édifié. Est-ce que vous pouvez peut-être répondre ou apporter un éclairage sur cette là-dessus? Donc vous parlez de la 19e, le 19e, oui, le 19e, comme dans beaucoup d'endroits en France, il y a eu un goût pour le Moyen-Âge qui est très affirmé, qu'on trouve dans l'art, dans la littérature, dans beaucoup de domaines. Et Montpellier n'a pas échappé à ce tournant. Et donc, effectivement, on a remonté à la façon médiévale dans l'église Sainte-Anne, par exemple. On a reconstruit en néo-gothique, en quelque sorte, beaucoup d'édifices. Donc, sur ce plan-là, Montpellier n'est pas une exception. Il s'insère dans un grand mouvement général pour la France. Merci, monsieur le professeur. Des questions pour Daniel Obérec, madame? Merci. Alors, j'aurais voulu savoir déjà la différence entre le petit thalamus et le grand thalamus. Voilà. Et d'où vient l'origine du nom aussi, thalamus. Et est-ce que les rédacteurs ont toujours été les mêmes sur 2 siècles? Enfin, évidemment pas la même personne, mais la fonction du rédacteur, vous avez dit notaire du consulat. Donc est-ce que c'est toujours une personne qui était notaire du consulat qui a rédigé? Donc en fait c'est une sorte de secrétaire de... Oui, ben c'était le travail des notaires. Oui, d'accord, ok. Alors l'origine du nom et la différence avec le grand thalamus. Merci. Alors, le grand thalamus, c'est son nom l'indique bien, un énorme manuscrit de grande taille qui contient le texte le texte essentiel, officiel de la ville de Montpellier, surtout au XIIIe siècle, et donc notamment le fameux mariage de Marie et de Pierre d'Aragon, mais d'autres aussi, d'autres documents. Mais c'est une série d'actes qui n'ont pas, a priori, de relation entre eux, qu'on a copié au fur et à mesure. Et la différence, c'est que le petit thalamus, lui, a son unité propre. Il y a les annales, il y a les serments, il y a les établissements. Donc, il est pensé, il est réfléchi. Et le rôle des notaires est essentiel, parce qu'en écrivant, c'est plus qu'un secrétaire, un notaire. Parce que son écrit a une valeur authentique, une valeur officielle. Et donc, c'est très important que ce soit un notaire qui mette par écrit. Alors, évidemment, ce n'est pas le même notaire sur 2 siècles. Donc, ce sont les notaires du consulat qui se sont succédés et qui ont mis par écrit ce fameux document. Et le nom? D'autres interventions? L'origine, oui, l'origine du nom. Eh bien, elle est tout à fait mystérieuse, on ne sait pas exactement ce que c'est. Il y a d'ailleurs un petit développement que fait Philippe Barthès dans son introduction de l'édition papier. Il y a plusieurs hypothèses. Alors on écarte l'allusion au Talmud, c'est qu'avancé, mais on ne voit pas pourquoi ça dériverait de Talmud. Alors ce qui a été avancé parfois, ça renvoie au mot grec, thalamus, qui désigne la pièce, la chambre à coucher, et qui est toujours l'endroit le plus caché de la maison, le plus secret. Alors, évidemment, le document du thalamus devait être enfermé dans un coffre, vu son importance. Donc, est-ce pour ça c'est vraiment le document le plus secret.
pas secret, parce qu'évidemment il était connu, mais le plus précieux, je dirais. Donc ce n'est qu'une hypothèse, on n'a pas du tout d'explication dans le document lui-même, sauf cette mention, mais elle est tardive. Le petit thalamus est une écriture moderne, vraisemblablement, 16e, 17e. Donc, voilà, on n'en sait pas plus, malheureusement. Merci. Une autre question, alors si ce n'était pas point le Talmud, c'était en tout cas la Bible de Montpellier. Le Talmud, on ne l'avait pas au Moyen-Âge, puisqu'il a été brûlé par chartes entières lors de la dispute de 1240 en place de Paris, avec Saint-Louis et sa maman Blanche de Castille. Blanche de Castille. Monsieur. Oui, juste la monarchie aragonaise, elle ne parlait pas occitan, elle parlait d'aragonais, de catalan. Vous parlez de Jacques, la monarchie aragonaise, oui. Les rois d'Aragon, ils ne parlaient pas l'occitan. Ah non, il parlait catalan, bien sûr. C'est toujours d'ailleurs une question que l'on se pose à propos des références au discours, au sermon. Est-ce que le public, est-ce que l'auditoire comprenait vraiment la parole publique? Difficile à dire. Dans le petit Thalamus, vous avez souvent la mention d'un prédicateur dominicain, franciscain essentiellement, et on donne le début du sermon. Il a prêché sur, le point, et puis la phrase latine, l'incipit, comme on dit, le début du sermon, qui est en latin. Mais est-ce que cela veut dire que tout le sermon était en latin? On n'en sait rien. On a les mots du début. Alors, est-ce que le prédicateur, qui était souvent originaire de la région, s'exprimait ensuite en occitan pour être compris, ce qui est quand même l'exigence minimale d'être compris pour un prédicateur? Parce que s'il s'exprimait en latin, c'est sûr que n'est pas compris. Donc, est-ce que c'est une volonté érudite du notaire, qui lui, certainement, connaissait le latin, que de vouloir indiquer le nom du sermon prononcé par le prédicateur avec quelques mots latins? En fait, on n'en sait rien. Pour Vincent Ferrier, il y a certains qui s'exprimaient en catalan, occitan catalan, ou un mélange des deux. Enfin, lui devait certainement être compris, je pense. L'occitan, cette langue savante commune aux élites montpelliéraines, juives et chrétiennes, je dis sous votre contrôle et celui de Daniel, puisqu'il y a eu des échanges effectivement entre le dernier du lignage Timon et le neveu d'Arnaud Villeneuve, Armand Goblet. Le juif connaissait les langues sémitiques et l'occitan, le chrétien connaissait l'occitan et le latin, ainsi par le biais de la langue, par le truchement de la langue vernaculaire, on a eu le passage d'œuvres fondamentales de l'hébreu au latin. D'autres interventions? Monsieur, avec la voix qui porte, parce qu'on a un fidèle. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir, j'aurais deux questions. Vous avez indiqué que le petit Thalamus était le plus ancien document de ce type en France. Est-ce que vous pourriez dire brièvement quelles autres villes en possèdent et est-ce qu'il y a une typologie géographique? Typiquement, est-ce qu'on a plus dans le Midi, pays de tradition écrite, que dans le Nord? Et la deuxième question, c'est dans le colloque final. Vous avez eu l'occasion de comparer le petit Thalamus à des documents similaires en Italie principalement, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pourriez donner des exemples de différences significatives à votre point de vue? Merci. Merci. D'abord répondre à la deuxième question. La première, j'ai pas oublié votre. Alors, oui, ça a été intéressant de comparer le petit Thalamus à des écrits identiques, plus ou moins, de certaines villes italiennes. Incontestablement, les écrits italiens sont plus précoces. Dès le XIIIe siècle, on a déjà des textes très, très complets, très élaborés, de véritables chroniques, alors que vraiment le petit Thalamus commence vraiment à donner des informations historiques qu'à partir du début du XIVe siècle. Donc en Italie, c'est plus précoce. Et
différence aussi, c'est que les documents italiens ne sont pas sous forme d'annales. Hein, ce sont des chroniques, c'est un récit continu. Alors que là, on vient de le voir, ce sont des annales. Mais sinon, les informations sont à peu près du même type. Alors, dans les documents italiens, on a peut-être moins de ce qu'on appellerait, nous, les faits divers. Ce sont des chroniques un peu officielles. C'est l'histoire telle que les autorités municipales veulent qu'elle soit délivrée, et connue et mémorisée. Alors que le petit Alamus, ce sont, vous l'avez vu, hein, des faits qui s'accumulent, des événements, des allusions de grands sujets nationaux qui cohabitent dans la même page avec des faits locaux. Voilà. Donc il y a quand même cette différence. Et votre première question, c'était... Les autres villes de France qui possèdent des documents similaires mais plus récents? Alors d'autres villes de France, non, justement. Enfin, et d'autres villes du Midi, oui. À Narbonne, à Béziers, hein, on a des documents municipaux intéressants qui se rapprochent un petit peu hein, du petit Alamus de Montpellier, mais qui n'en ont pas la même importance, hein, la même étendue chronologique. Sinon, dans les villes du Nord, on commence à en avoir, mais plutôt à la fin du Moyen-Âge. Hein, c'est au XVe siècle. Beaucoup de villes font écrire leur histoire au XVe siècle. Donc c'est aussi l'une des originalités du petit Alamus, hein, de se distinguer d'autres écrits urbains qui ne sont pas inexistants, hein, mais qui n'ont pas cette particularité que j'ai essayé de vous montrer, de vous démontrer en tout cas ce soir. Mais ça existe. Une dernière question, on va finir avec Daniel. Oui, ça va faire votre temps. Tu as cité la Saint-Février, dont on connaît les prêches extrêmement violents et virulents à l'encontre des Juifs, et avec les conséquences que je suis dit. Et je voulais savoir, il n'y a pas de mention dans ces annales de Paulus Christiani, ce Paul chrétien d'origine juive, qui s'est converti et qui a été à l'origine de la dispute de Barcelone en 1963. Paul chrétien qui aurait même conseillé le port de la Rouelle, on connaît ses méfaits lui aussi. Il n'y en a pas, on évoque. Aucune mention, malheureusement. Quant au juif renégat l'apostat qui est promené dans la ville de Montpellier, le texte dit, c'est très intéressant, il est promené devant les... On est en 1391, donc 3 ans avant l'expulsion définitive, et le document dit, il est promené et montré devant les synagogues. 1391. Intéressant. C'est intéressant. Oui, vous parliez, monsieur le professeur, de Charles VI, tout à l'heure. Eh bien, lors de la dernière période autorisée des Juifs, de 1360 à 1394, donc expulsés par Charles VI, il réside non plus dans le quartier de la Baralerie, mais dans la rue de la Juiverie, qui est devenue aujourd'hui la rue de la vieille intendance. Et Daniel parlait à l'instant de Paul Chrétien, Pablo Cristiani, qui était effectivement le représentant de l'Église, à charge pour lui, hein, au niveau des choses oratoires, d'argumenter contre le juif, en l'occurrence Narmanide, et il y avait souvent des juifs apostats lors des controverses entre ecclésia et synagogue, et pour la dispute ou controverse de Paris, c'était Nicolas Nolin de la Rochelle, lui aussi, juif renégat, juif apostat, qui était chargé de ferrailler, de manière parlée, à l'endroit de Rabbi Yechiel de Paris, qui était le représentant de l'école rabbinique française. À propos donc de ces relations judéo-chrétiennes, nous avons lancé une deuxième petite série, ça ne vous a peut-être pas échappé. Ce sont des séries amateurs, mais qui ont pour but de sensibiliser la jeunesse à l'histoire juive sur les réseaux sociaux. Avec la montée de l'antisémitisme, il importe de faire passer certains messages. Et la deuxième petite série que nous avons lancée sur les traces des Juifs d'Occitanie à travers les âges, nous allons poser très prochainement nos valises dans les villes anciennes thoraïques de Narbonne et de Lunel, puisque Charlemagne est personne à des juifs à Narbonne et que Lunel est resté à la postérité pour avoir été un haut lieu de
nous a proposé peut-être, sans doute, la conférence la plus érudite de la saison du 25e anniversaire. Un dernier mot en conclusion, remercier Lydie pour la Gazette de Montpellier pour avoir annoncé l'événement et vous conseiller de prendre en sortant le petit flyer que nous avons réalisé avec Charles Guy, président délégué de l'Institut, programme spécifique du 25e anniversaire. Alors, du lourd, entre guillemets, Daniel Mesguich, Manuel Valls, un colloque sur le génocide arménien, Frédéric Ancel, Jaime Corsia, Mordechai Bensoussan et Norbert Torini. On va essayer de vous concocter un feu d'artifice pour ces 25 ans. Je ne sais pas si on sera là dans 25 ans, mais en tout cas, on va essayer de mettre les petits plats dans les grands pour ce quart de siècle. Merci encore et à très bientôt.